Europe 1 Archives. Lino Ventura était mon ami. Il avait choisi ses amis. Et pas les moindres, Jacques Brel, Georges Brassens, Raymond DeVos et bien d'autres. Et puis il y avait aussi Jean-Loup Dabadi, et puis aussi il y avait évidemment Jean Gabin qui était son maître et en même temps son confident. Et Lino Ventura, on l'oublie souvent, aimait beaucoup s'amuser, il aimait beaucoup rire. Quand il faisait ses dîners à la maison, au parc de Saint-Cloud, dans sa belle maison de Montretout, là tout d'un coup, il aimait faire la cuisine pour ses amis, il aimait les bons vins et il aimait surtout qu'on raconte des histoires de théâtre ou des histoires de cinéma, mais surtout des histoires tendres, des histoires d'amitié. Lino Ventura était quelqu'un de très consciencieux, même un petit peu précis, un peu méticuleux, pour pas dire maniaque. Il était très généreux, il était fidèle, et ce combat qu'il a mené pour Personnage, dont avec Michel Drucker, avec Jacques Chancel et Pierre Tchernia, nous essayons de continuer l'œuvre, Lino Ventura, ça a été vraiment un exemple dans la vie, un homme magnifique, et par bonheur, le public ne l'oublie jamais. Lino Ventura parlait peu de son enfance, de sa famille, de sa vie, de ses amis. Il avait pourtant beaucoup d'amis. Des acteurs, des gens du spectacle, des hommes et des femmes que le public ne connaissait pas. Tout le monde l'aimait et tout le monde parle encore de lui avec beaucoup d'amitié. Lino, les gens pensaient qu'il n'aimait pas rigoler. C'était un homme qui aimait bien rigoler. Jean-Paul Belmondo. Il était convivial, ça tout le monde le sait, mais il aimait bien rire. Bon, moi, quand je déconnais un petit peu, il aimait bien ça le faisait rire. Il était preneur du rire, ça c'est bon. Parce qu'on croit toujours que Lino, il était toujours que comme ça, et excessivement sérieux. Il avait un œil rieur sur la vie quand même, hein, et il savait, et il avait de l'humour. Un jour où il était venu, comme très souvent, pour parler scénario, et ma femme lui a fait du café. Claude Pinoteau. Mais ma femme est danoise, elle fait toujours un café assez léger. Alors il a regardé au fond de sa tasse, il m'a dit ce qui est bien chez toi, c'est qu'on peut savoir si c'est du Limoges, ta porcelaine. Il avait une force, et c'est cette force que le public ressentait. Claude Lelouch. Je veux dire qu'à chaque fois que les gens allaient voir un film de Lino Ventura, ils se ressourçaient, ils prenaient des forces. C'était un petit peu comme absorber un médicament. Et on se sentait plus fort en sortant de la salle, quoi. « 14 juillet 1919. Lino Ventura vient au monde à Parme, en Italie. Luisa, sa mère, n'a que 19 ans. L'Italie est en crise. La France semble pour les Italiens les plus pauvres leur seule chance de survie. Ils émigrent par milliers. Giovanni Ventura fait partie de ces hommes qui ont décidé de tenter leur chance à Paris. Sa famille reste au pays. Quelques années plus tard, Luisa pense rejoindre son mari. Elle se retrouve seule dans la banlieue parisienne. Son bel Italien a disparu. On ne saura pas pourquoi. Lino n'en parlera jamais. Fils d'émigré, il s'intègre à son pays d'adoption. Bien sûr, c'était les émigrés de l'époque, ça c'est vrai, vous avez raison. Odette Ventura, la femme de Lino. Et quelque part, Lino admirait beaucoup la France et il a toujours aimé beaucoup la France il est arrivé en France à l'âge de 7 ans. Avec sa maman. Donc pour lui, il avait le respect de la France. Et vous voyez, c'est un peu cette différence de maintenant. Il n'exigeait rien de la France. Il trouvait qu'elle lui donnait tout. Cette belle vie, son travail. Il n'est jamais devenu français. Parce que quelque part, il ne voulait pas donner son opinion sur la politique. Il ne se sentait pas le droit de dire « moi, je voudrais ça ». Et souvent, il disait « mon pays, c'est entre Paris et Rome ». Lino retournera pendant 2 ans en Italie, à l'école communale, puis il reviendra à Paris, définitivement. Il était français de cœur, quelque part, mais... Odette Ventura.
L'Italie, c'était quand même sa maman, c'était les souvenirs de toute sa jeunesse d'enfant et sa famille qui vient encore, que je connais encore, que d'ailleurs la cousine italienne est ici avec moi aujourd'hui. C'était aussi maintenant, c'est aussi ma famille et c'est des gens merveilleux. C'est la région de Parme, c'est des gens vraiment tellement accueillants, merveilleux, bons vivants, intelligents. Ils ont beaucoup de qualités, la région de Parme. Et Lino adorait son pays, il était très fier de son pays. Quand nous avons tourné Le Silencieux, nous avons commencé le film dans la chronologie, une tournure à Londres. Claude Pinoteau. Et, comme nous dînions tous les soirs ensemble, on avait l'occasion de refaire le monde et de parler de la vie. Et il me disait, tu te rends compte quand je pense que moi je suis là dans une suite, dans cet hôtel merveilleux de Londres, et je n'en reviens pas parce que je reste le petit Rital. À Paris, Lino rencontre Odette, dont il tombe amoureux. Selon la coutume italienne, ils resteront 5 ans fiancés avant de se marier, enfin, en pleine guerre, le 8 janvier 1942. Odette raconte dans le livre qu'elle a consacré à son mari leur vie à cette époque. Au départ, il était lutteur, il était catcheur, il avait appris la lutte avec des amis autrichiens qui étaient des juifs autrichiens qui étaient réfugiés dans le quartier du 9e, rue Baudin. Et ce sport lui a amené beaucoup de plaisir, parce que de force, d'équilibre, comment dire, c'est comme il disait, celui qui t'a mis les 2 épaules par terre, il est le plus fort. Et le respect de l'autre, ça c'est très important. Et toujours de vouloir gagner, ça aussi c'est une qualité qu'on acquiert dans le sport, de vouloir être le plus fort, d'avoir le respect du plus fort que vous. Et donc ça, c'était un milieu, je pense qu'il l'a aidé beaucoup à continuer. Ce sport l'a aidé beaucoup à ne pas changer d'un certain chemin et d'un respect des choses. Et comme on était très jeune, donc ce travail à Cheat, et quelque part, il a, tout doucement, on s'est mariés, bien sûr, pas très facilement, mais enfin on s'est mariés quand même. Et c'est là qu'il a voulu vraiment rapporter de l'argent, amener de l'argent à sa femme, dirons-nous. Et on a donc, on s'est lancés tous les deux, moi dans la fabrication de Burnou et lui représentant. Ça, c'était tout à fait logique. La famille et le sport tiendront toujours une grande place dans la vie de Lino Ventura. Il adorait sa famille, mais il adorait être en compagnie des copains. Claude Pinoteau. Que c'était l'époque de Brassens, l'époque de Brel, les copains pour lui c'était une chose qu'il rattachait peut-être à l'enfance, qu'il rattachait aussi à sa vie intensément sportive. Quand il parlait de l'odeur des vestiaires, de la sueur des hommes, il avait une sorte de nostalgie de cette époque-là. Moi je crois que c'est un homme qui est venu très simplement et qui s'est instruit en cours de route. Jean-Paul Belmondo. C'est un homme, il était curieux de la vie, finalement, c'est ça. Bon, être curieux, on trouve dans les livres, on trouve partout. Je crois que Lino était curieux de la vie, et toute sa vie, il a pioché pour essayer de trouver des choses, s'instruire, mais sans en faire après étalage et dans les dîners mondains, dire « Ah ben oui, je trouve que les 3 sœurs de Tchekhov, c'est pas monté comme il faut, et patati patata. » Je crois que c'était un homme très nature et très sain, ce qui n'empêchait pas d'être très cultivé et ouvert. Surtout, évidemment, c'était un sportif, ça avait été un grand catcheur, c'était un homme très fort. Alors, on ne voulait voir que ce côté de lui. Mais lui, je crois qu'il s'en foutait qu'on parle que de ce côté-là. Lui, il aimait ce qu'il avait envie d'aimer et il s'instruisait comme il voulait, sans faire pour tout le monde, dire, regardez, je fais la science infuse, c'est pas la peine. Il refaisait pas le monde non plus, vous savez, il était... moi j'appréciais aussi, il faisait pas de politique, il n'était pas toute la journée à nous dire pour qui il faut voter ou pas voter. Je crois qu'il faisait son métier d'acteur très très bien et c'est déjà beaucoup. Et si la vieille définition n'avait pas tant servi à propos de Racine et de Corneille, nous dirions que Bossuet a peint Dieu tel qu'il devrait être et que Pascal l'a peint tel qu'il est. Eh ben dis donc. Comment? Ils t'ont donné que 16 sur 20? Attends, on va te dire qu'ils aiment un peu fort, parce que moi là je t'aurais donné plus. Vous êtes très gentil, mon oncle. Non. Le catch va devenir pour Lino non seulement un sport, mais un métier. Lino Ventura, en février 1950, devient champion d'Europe des poids moyens. Pour ça, on est assez injuste vis-à-vis des catcheurs. Odette Ventura. Parce que le nombre de fois que Lino est rentré avec des brûlures qui sont provoquées par les cordes, par le tapis,
un genou luxé. Enfin, il a eu beaucoup de misère, c'est vrai. Je me souviens beaucoup de ça. Des soins intensifs, retour de match ou de voyage. Lino gardera de cette formation de sportif de haut niveau un grand équilibre. Et surtout, l'horreur de donner des coups. Oui, parce qu'il n'avait pas envie de détruire les gens. Il y en avait eu une bagarre qui était très drôle parce que on s'est battu dans le palais du roi du Maroc, tout ça. Jean-Paul Belmondo. Et à un moment donné, il m'avait agrippé d'une manchette et il était navré parce que c'est un homme qui n'aimait vraiment pas faire mal. Et en plus, il était très très adroit. Il ne touchait jamais les gens. Mais vous savez, quand on fait des fois 10-15 fois la prise, il arrive qu'il y a un petit coup qui passe. Mais c'était 4 fois rien. Mais il en était navré, quoi. C'était un homme qui était bon, vous savez, je crois. D'abord, bon, tout ce qu'il a fait dans sa vie, on ne va pas dire qu'il était bon, on le sait. La carrière du champion d'Europe s'arrête malgré lui le 3 avril 1950. Ce jour-là, au cirque d'hiver, Lino remet son titre en jeu face au Français Henri Kogan au cours de la réunion du Gala des artistes. Victime d'une prise qui se déroule mal, Lino reste étendu à terre, une jambe cassée. Opération, convalescence, il ne peut plus travailler pendant de longues semaines. Ses affaires s'arrêtent et il comprend qu'il ne remontera jamais sur un ring. Lino ne peut plus nourrir sa famille, la petite Mylène qui a 4 ans et Odette qui attend un autre enfant. Il est devenu, après son accident, parce qu'il s'est cassé une jambe, Odette Ventura. Il est devenu manager. Et leur manager, donc, d'abord c'était c'est une solidarité, ça a été une solidarité vis-à-vis de lui, parce que comme il ne pouvait plus lutter, et que nous avions un enfant, et vraiment, ils ont été très solidaires de Lino et de notre couple qui était quand même en difficulté. Le catch, dans les années 50, est un spectacle que le public adore. Lino organise des combats. Parallèlement, il a repris ses activités de commercial. Il vend la layette que confectionne Odette. Tout va mieux et sans le caprice du hasard, Lino Ventura aurait fini à la tête d'une brillante PME. Le hasard est un copain. Emmanuel Cassuto qui propose un jour à Lino de rencontrer Jacques Becker. Lino Ventura se retrouve alors entraîné dans une aventure dont il ne sortira jamais, le cinéma. Becker cherche un acteur au visage marqué pour jouer un gangster. En voyant Lino Ventura, il est convaincu qu'il a l'homme qu'il lui faut. Lino, totalement étranger au milieu du cinéma, pense que tout cela n'a pas de sens. Il était un peu surpris d'ailleurs de cette proposition, et comme à l'époque notre affaire de layette marchait bien... Odette Ventura, la femme de Lino. Il s'est dit, moi je vais pas aller faire du cinéma pour leur montrer ma gueule de catcheur. À la limite, parce qu'on l'avait un peu sollicité, parce qu'il avait une gueule qui représentait le gangster type. Et ça a été toujours tellement désagréable, j'avoue. Bon. Et c'était un coup de poker. Il a dit, je veux 1 million. Et je dois vous dire que c'était quelque chose à l'époque. Ça, d'ailleurs, dans mon livre, c'est marqué. L'explication, c'était la surprise pour tout le monde. Mais il a joué le coup de poker. Il a dit, moi, je n'ai pas de temps à perdre, je veux 1 million. On lui a donné ce million parce que Jacques Becker tenait beaucoup à lui. Il avait eu un bon contact. Il s'est rendu compte que Lino pourrait faire des choses. Et c'est vrai que c'est Jacques Becker qui a vu tout le potentiel que Lino avait en lui de un jour être un artiste. Ça, c'est vrai. Gabin, comme vous le savez, était vraiment son modèle. C'est grâce à Gabin et à Jacques Becker, bien sûr. Mais enfin, Claude Pinoteau. Gabin l'a un petit peu poussé parce qu'il était très hésitant quand Jacques Becker lui a proposé ce rôle dans Touchez pas au Grisby. Et c'est surtout Gabin qui l'admirait énormément, qui l'a décidé à faire ce rôle. Et c'est vrai que Gabin exerçait son métier de la même manière, comme un artisan consciencieux. On peut ajouter peut-être que Gabin, sur la fin de sa carrière, était devenu un peu acariâtre, un petit peu difficile sur le plateau.
Lino, d'une part, n'était pas comme ça du tout. Sur la fin de sa carrière, il avait son franc-parler. Il a toujours eu son franc-parler. Mais il a toujours été tout à fait agréable sur le plateau. C'était un milieu qu'il ne connaissait pas. Il avait eu des préjugés. C'est vrai, ça, il en changeait parce qu'il se rendait compte que c'est des gens qui travaillent beaucoup, en fait. Odette Ventura. Et on ne s'amuse pas au cinéma moins qu'ailleurs, et plus qu'ailleurs. Donc, il a apprécié les gens, et en partie les équipes de techniciens. Sur les plateaux et tout. C'était vraiment le contact qu'il a eu en premier, c'est avec les équipes. Et puis le metteur en scène qui était Jacques Becker, qui était un monsieur merveilleux. Ça aussi, il a eu cette chance d'avoir à faire avec des gens bien, comme Jean Gabin. Ça aussi, ça fait partie de sa chance, je crois. Vous voyez, il serait en train d'un autre film. Tout ça a été un tout. C'est quand même quelque part le destin était là. Max, on va t'expliquer de quoi il s'agit. Il nous fallait l'avis d'un homme de poids pour un petit arbitrage entre nous. Voilà. Vas-y, à toi de rouler. Tu sais que c'est moi qui fournis la cab ici depuis des années. Et sans que personne se plaigne, hein. Poids juste et marchandises franches. Tiens-toi une seconde. Lino n'aurait jamais pensé faire un deuxième film en réussissant son coup de bluff pour le Grisby. Mais le film obtient un succès considérable. Il remet Gabin en selle après une longue période d'oubli. Et le public découvre cet inconnu qu'il se met à aimer aussitôt. Le catcheur Ventura devient une vedette de cinéma du jour au lendemain. Je ne sais pas comment vous dire. Il avait peut-être cette réserve de ne pas vouloir se prendre au sérieux en tant que comédien. Odette Ventura. Pour lui, il y avait un petit quelque chose de faux dans jouer la comédie, je pense. Parce que vous savez que jamais Lino voulait que je sois sur un plateau. Il voulait pas que je le regarde. Je me rendais compte, si j'étais sur un plateau par hasard, je vous assure qu'il fallait que je me fasse toute petite. Parce qu'il n'aimait pas ça. Je crois que pour lui, c'était révéler à ceux qu'il aimait quelque chose qu'il n'était pas profondément. Et donc ça a été un hasard. Donc on peut pas dire qu'on ait parlé d'un avenir d'acteur. Je crois pas. C'est vrai que l'argent, ça arrange beaucoup les choses. Dans notre couple, ça arrangeait beaucoup. Donc automatiquement, on faisait des projets qu'on n'aurait pas fait autrement. C'est vrai. Et puis les gens venaient lui le demander. C'est pas lui qui faisait du porte-à-porte non plus. Vous voyez, c'était. Je crois qu'il s'est laissé un peu guidé par cette chance, et cette qualité qu'il avait pour faire du cinéma, sûrement. Bon, on a été à Cannes ensemble. Bon, mais on rigolait, quoi. C'était pas on savait où on était. Jean-Paul Belmondo. Je crois que, si vous voulez, il prenait le métier au sérieux. Il faisait son métier très, très sérieux, mais il savait que c'était du cinéma. Il faut rester à sa place. Le cinéma, ça ne bouleverse pas le monde. Nous, on croit. Les gens qui sont que dans le cinéma se disent il n'y a que ça. Mais c'est un film parti. Il ne faut pas l'oublier. Je crois que ça, il en était conscient. Ce qui ne veut pas minimiser du tout la chose, c'est très important. Il avait du recul, je crois, ce qui est bien. Lino Ventura, en un film, est entré dans la famille du cinéma par la grande porte. Ami de Gabin, qui le soutient et le conseille, il commence une carrière de star. Il n'en oublie pas pour autant ses débuts. Et comme Gabin, il est prêt à soutenir les jeunes en qui il sent du talent. Par exemple, dans Classe Tourisque de Claude Sauté, sur un scénario de José Giovanni. Non, pas pratiquement, j'étais inconnu. Jean-Paul Belmondo. Non, à cette époque-là, je jouais au théâtre, mais je ne peux pas dire que j'étais connu. Donc, quand j'ai rencontré Lino, lui, il était déjà une vedette. Et moi, pas du tout. Et ça s'est passé très bien d'entrée, puisque le producteur voulait pas que je fasse le film. Et je l'ai fait sous l'insistance de José et de Lino, parce que José et Giovanni avaient dit à Lino, ce type-là est très bien et tout, et Lino m'a défendu jusqu'au bout. Et après, on a tourné ensemble, et on est devenus, je peux dire copains, parce que on tournait à Nice. Donc on dînait ensemble le soir, on s'amusait ensemble, on parlait sport évidemment, on allait voir l'OGC Nice à l'époque qui roulait très très bien et on faisait du sport ensemble. Il savait créer une ambiance où on était détendu. Odette Ventura.
Ce don qu'il avait de présence, il le donnait au service de la gentillesse et de la joie commune. Il communiquait vraiment sa joie en racontant des histoires, en parlant, en faisant des plats pour les copains. C'était un homme joyeux, aimant la fête quelque part. Pas excessive, mais toujours la vraie fête, vous voyez. Son succès dans les personnages de gangsters incite les producteurs et les metteurs en scène à cantonner Lino dans ce genre de rôle. Moi, ce qui m'avait frappé toujours chez Lino, c'est comme chez Gabin d'ailleurs, hein, alors qu'il ne se ressemblait pas, mais c'est ce don du naturel inné qu'ils avaient tous les deux. Jean-Paul Belmondo. Moi, je dis toujours qu'il faut apprendre ce métier. C'est vrai, parce qu'on dit trop aux gens, il n'y a pas besoin d'apprendre. Lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Il n'a pas appris dans des cours, mais je crois qu'il a appris beaucoup en allant voir les autres, ce qu'il disait toujours, puisqu'il disait que son conservatoire, c'était les salles de cinéma de quartier où il allait. Et je crois au contact d'un grand monsieur comme Gabin, et il apprenait beaucoup en jouant avec lui, parce qu'il avait un don d'observation. Bon, il savait où était la caméra, était placée la caméra, il connaissait tout, hein, les lumières, la caméra. Il voyait s'il y avait une connerie ou pas une connerie. Robert Hossein. Le mouvement, ce qu'il allait faire, comment ça démarrait, comment il finissait, à quelle grosseur. Ah, tout. Il posait juste la question, mine de rien, il savait tout. Et il jouait en fonction de la place de la caméra. C'est-à-dire qu'il jouait en fonction d'instinct, comme un réflexe. Acteur d'instinct, Lino Ventura comprend aussi qu'il possède quelque chose d'exceptionnel. Une présence unique devant la caméra. Oui, mais ça, il y a quelqu'un qui lui a dit aussi, il lui a dit de toute manière, c'est ta mère qui t'a donné cette présence. Odette Ventura. Il y aura 10 personnes sur l'écran, c'est toi qu'on verra. Sans être le plus grand ni le plus fort, c'est toi qu'on verra. Et ça ne s'explique pas. Ça, c'est vrai. Et il s'est rendu compte de ça, toujours. Lino a fait ses débuts à 34 ans, alors que la plupart des acteurs ont déjà une dizaine d'années d'expérience derrière eux. Il n'a pas suivi de cours de théâtre, personne ne lui a appris à réciter un texte ou à prendre possession d'un personnage. On se voyait, on pouvait sortir ensemble, on ne parlait pas des rôles. Hein. Jean-Paul Belmondo. On ne disait pas demain je vais jouer comme ça, ou je pense que ce personnage est ci et ça. Sans doute qu'il faisait, comme nous tous, un travail dans sa tête qui lui était propre, mais il n'en parlait pas. Et je crois que ça, c'était bien. Parce que des fois, c'est un peu casse-pied quand les gens vous disent « Ah, je ne sens pas bien, je vais faire ci, je vais faire ça ». Lui, il le faisait, sans vous dire qu'est-ce que je vais faire, mais il le faisait. Et ça, c'était très, très appréciable. C'était comme Jean, on parlait de choses et d'autres avant d'attaquer les rôles. Et quand on était dessus, il devenait le personnage totalement. Pendant 1 minute, 2 minutes, ça suffisait. Il préparait son personnage comme nous préparons le film. On a mis très longtemps, lui aussi. Robert Hossein. Et il revenait, discutait, voulait savoir. Et ensuite, lorsqu'il était sur le plateau, ça allait très très vite. Il était spontanément le plateau parce qu'il avait eu le temps d'y réfléchir, voilà. Je crois que c'est ça. Mais oui, c'est ça. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Et certainement, s'il ne nous avait pas quittés un peu prématurément, et je l'aurais poussé à faire du théâtre, il était déjà presque sur la pente. Je serai donc toujours un tueur, se lamente Lino, en voyant les propositions de rôle de gangster s'amonceler sur son bureau. Il aimerait jouer des personnages plus tendres, que les producteurs comprennent que sa tête de catcheur peut exprimer autre chose et que l'amour du public ne disparaîtra pas pour autant. Si c'est un gangster qui va faire des horreurs, on dira il a raison de les faire. C'est ça qui est incroyable, c'est vrai. Odette Ventura. Et donc, c'est ça, mais c'est la sympathie du public. Il avait, vous comprenez, quand dans ces matchs de cash, on aurait voulu que ce soit lui qui gagne, toujours. Ça s'explique pas, c'est ça. Il était l'enfant gâté du public, Lino, c'est vrai. Mais ça, il l'a toujours reconnu. Il dit on m'a aimé, on m'aime beaucoup, même avant d'être une vedette, donc on m'aime beaucoup. Il le sentait, ça, Lino. Et il en avait besoin, vous savez, d'être aimé. C'était un cancer, d'ailleurs, comme signe, et ça, c'est les cancers, ils ont besoin d'être aimés. On ne l'aime jamais assez.
C'est encore à Jacques Becker que Lino Ventura doit le renouvellement de sa carrière. Il s'agit cette fois d'interpréter le rôle d'un marchand de tableaux à l'affût de l'œuvre de Modigliani. Un personnage de composition, un homme réfléchi, éloigné de l'image du sportif auquel le public s'est habitué. Oui, mais si on dit on parlait que de sport, après les gens disent c'est un musculo-respiratoire, je connais ça très bien. Non. Jean-Paul Belmondo. Il me parlait aussi du théâtre, par exemple. Bon, il aimait beaucoup Robert Hirsch, qui à l'époque était on peut dire la star, pour employer les mots de maintenant, de la comédie française. C'est un acteur absolument génial, qui l'est toujours d'ailleurs. Et Lino allait à la comédie française, et des fois on parlait de ça. Il m'a demandé de lui parler sur le conservatoire, quand je jouais au théâtre avec Brasseur, tout ça. On parlait aussi beaucoup d'art. Il était ouvert sur beaucoup de choses. Il parlait aussi sculpture par rapport à mon père, il parlait beaucoup de choses. Hein. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans le travail et que vous êtes pour vous détendre, le sport, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Alors on analyse l'équipe, mais après, si on dit ça, les gens tirent la conclusion, ils ne lisent que l'équipe. Hein. Quand la conversation pouvait venir sur la peinture, ou sur Proust, ou sur Montaigne, que sais-je, Claude Pinoteau. On s'apercevait tout d'un coup qu'il avait une connaissance de cela qui n'était pas dans l'image peut-être que le grand public avait de lui. Il aurait eu la dimension de jouer le diable et le bon Dieu. Il aurait eu la dimension de jouer des grands premiers rôles. Il pouvait être même shakespearien, il était étonnant. Hein. Robert Hossein. Il avait une puissance, une force, une violence, et puis une générosité, une passion, puis un certain désespoir quelque part. Alors là, c'est formidable lorsque vous êtes blessé à la naissance. C'est sublime après pour transposer. Cette sensibilité que le public va peu à peu découvrir à travers ses rôles, Lino la cache soigneusement derrière un caractère de fer, parfois semé d'intransigeance. Dans un film de José Giovanni, Dernier domicile connu, Marlène Jobert en a fait l'expérience. On m'avait fait lire le scénario 3 mois avant le tournage et que j'avais été déçue un peu par le rôle. Et j'avais donc exprimé que j'aurais bien aimé avoir un rôle aussi beau que celui de Lino parce que je le trouvais formidable et que je venais de tourner Le Passager de la pluie et que je croyais que toute ma carrière allait m'apporter des rôles aussi beaux que Le Passager de la pluie. C'est une réaction de jeune qui débute, qui ne sait rien, qui a tout à apprendre. Si j'avais eu quelqu'un pour me dire, tu sais, c'est exceptionnel, t'en auras pas d'autres comme ça, regarde, celui-ci est joli. C'est vrai qu'au finish, le rôle est très joli dans le Dernier domicile connu et que j'étais très contente après de l'avoir fait. Bon, alors ma réaction, ça a été écoutez, essayez-moi de m'épaissir un peu ce rôle. On me l'a promis. Et 1 mois avant le tournage, on me livre le scénario, il n'y avait absolument rien de changé. C'est une réaction peut-être juvénile, mais c'est d'un seul coup, ah bon, alors vous vous êtes fichu de moi, je ne veux plus le faire. Et il l'a pris très très mal, finalement, qu'une jeune comédienne comme ça hésite d'abord et refuse de tourner avec lui. Et je crois que pendant tout le tournage, il l'a fait. Il a tourné ce film avec cette arrière-pensée, cette aigreur vis-à-vis de moi, et j'ai été très malheureuse pendant le tournage. Peut-être 15 ans après, sur les Champs-Élysées, nous nous sommes croisés, bêtement. Et c'était plus le même, il avait oublié, ou alors il était particulièrement de bonne humeur ce jour-là. Et quand j'ai lu dans ses yeux qu'il avait oublié, ou qu'il n'y pensait plus, ou j'ai été très soulagée parce que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Oh, les colères, alors moi, j'ai toujours dit que mon mari faisait des colères très, très spectaculaires, d'ailleurs, ça, alors c'est impressionnant. Odette Ventura. Mais moi, il m'impressionnait, pour dire la vérité, quand il était fâché, ça prenait des proportions pour des petites choses. Mais ça, c'était un peu son côté excessif. Et c'était à moi de dire, non, il faut mettre ça au 2e degré pour être la bonne mesure, vous voyez. Et je crois qu'il se mettait en colère, mais c'était très court. On pourrait peut-être prévenir la police. Vous voulez que le Mexicain se retourne dans sa tombe, non? Sa fille recherchée par les perdreaux. Il y a vraiment des jours où vous déconnez ferme, hein.
Jean! Monsieur? Vous avez vu partir la petite, vous, ce matin? Oui, monsieur, comme d'habitude, à 8 heures. Et vous avez rien remarqué? Si, monsieur, les valises. Non, mais c'est... Comment? Mais c'est maintenant qu'il me dit ça? Écoutez, c'est pas non, mais c'est pas vrai. Comment? Une môme s'en va, soi-disant, à l'école avec des valoches, et vous trouvez ça naturel, vous? Ah, on peut dire que je suis condamné. Merci, messieurs, merci. En 1958, Lino Ventura est devenu une star du cinéma. Tout lui réussit. Son personnage de dur au cœur tendre remplit les salles. De toute façon, il était représentatif d'un cinéma français qui, à l'époque, marchait très fort, puisqu'il y avait beaucoup plus de clients, comme on dit. Jean-Paul Belmondo. Donc, il représente cette période, on peut dire, qui a été bénie du cinéma français, hein, qui n'est pas si lointaine, mais où, à un moment donné, où c'était vraiment la folie, tout le monde se précipitait au cinéma. Donc, il représente cette époque-là aussi. « 1958 est aussi l'année de la naissance de Linda, le troisième enfant de Lino et d'Odette. Linda ne grandit pas comme les autres enfants. Odette Ventura raconte dans son livre ses angoisses et la lutte qu'elle a menée avec Lino pour que Linda puisse redevenir un bébé comme les autres. On n'avait jamais parlé de notre problème autant entre nous deux. Odette Ventura. Parce que, comme je dis toujours, ce drame qui arrive dans un couple, on n'en parle pas. Elle est différente, elle fait pas ceci, elle fait pas cela, d'accord, on va avoir plus de docteurs, on a des problèmes, d'accord, mais on n'en parle pas, parce qu'on a l'impression toujours que quelque chose va s'arranger. Vous savez, des plus faibles, on n'en parle pas, on les aide. Comme je dis, l'enfant qu'on aime le plus, c'est toujours celui qui est le plus faible au moment où il est malade, où il a besoin de vous. Donc ma fille, c'est ça, c'est un enfant qui aura besoin toujours de sa mère, de son père, hélas, qui est parti. On essaie de faire une structure, c'est pour ça notre motivation a été celle-là. C'est parce que quelque part, quand on a réalisé que pour les adultes, il n'y avait plus rien, et que nous, on prenait l'avion, qu'on pouvait mourir, etc. La preuve, mon mari est parti, et Dieu sait que c'est épouvantable. On a réalisé. Et ça a été le grand coup d'envoi de personnage, parce que là, Lino a parlé publiquement de son problème. Il en a parlé une première fois pour aider les parents qui étaient, eux, perdus. Et c'est vrai qu'ils étaient on ignorait l'enfance handicapée. On l'ignorait, qu'on veuille ou non. Donc Lino a parlé de son problème pour démystifier cette image, justement, de réussite, de bonheur que représente un artiste. Imaginez-vous, il avait un enfant pas comme les autres. Moi-même, je vous dis, je suis reconnaissante et admirative, surtout. Admirative de cette force qu'il a eue de dépasser cette pudeur que ça représentait pour lui. En plus, pour lui, qui était l'homme le plus timide, le plus pudique, il a parlé de cette chose profonde pour un homme qui est une humiliation, qu'on veut le dire, c'est une blessure. Et je crois quand même que l'admiration qu'on a pour Lino, les gens ont compris ça, qu'il avait fait pour aider les parents et les enfants. Et ça, je crois que ça, les gens ont bien reçu ça, et qu'après, il a disparu. Il n'a plus voulu parler de ça, de ce problème. Et on a travaillé dans l'ombre. Bon, la colère est venue qu'il est obligé encore de parler de ce problème quand on a voulu ouvrir ce foyer où tout un quartier refusait les handicapés. Et là encore, c'est la colère qui l'a fait parler. Mais toujours la force, parce que c'était l'indignation profonde qu'il avait. C'était pas pour lui, c'était pour les autres, pour tous, pour l'avenir. Et ça, je crois qu'il faudrait... Il a cette place et j'aimerais qu'il la garde toujours. C'est quand même lui qui a parlé en premier de son problème pour qu'on puisse dire il y a des enfants qui naissent pas comme les autres. Et il faut s'en occuper dignement. Et comme il a dit, il faut s'en occuper quand ils naissent, il faut s'en occuper jusqu'au bout de leur vie. Parce qu'il n'y a pas le tout de faire un grand coup de cœur. Les enfants, ils ont des fois 50 ans. Aujourd'hui, Linda est une femme de 34 ans. Elle vit dans la maison de la Fondation Perce-Neige que ses parents ont voulu créer pour accueillir les enfants handicapés. Il a été un peu obligé par la vie d'avoir le courage de créer Perce-Neige, qui l'a fait encore mieux connaître du public et peut-être encore mieux aimer. Claude Pinoteau. Mais je sais qu'au début de la fondation de cette œuvre,
Lino répugnait beaucoup à ce qu'on parle de lui. Et bon, il aimait que sa femme s'occupe de l'œuvre, lui s'en occupait énormément, mais il répugnait, il avait peur qu'on puisse penser une seconde qu'il créait cette œuvre pour se mettre lui-même en valeur, pour montrer que c'est un homme philanthrope, pardon. Et ça l'a beaucoup gêné. C'est un homme, encore une fois, qui aurait aimé faire son métier dans l'ombre, ce qui était très difficile. On ne peut pas faire ce métier d'acteur et rester dans l'ombre. Et pourtant, c'est ce qu'il aurait souhaité. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous pensez que ce qui lui est arrivé dans la vie, sur le plan affectif et par rapport à ses enfants, n'est pas en soi-même une tragédie quelque part? Robert Hossein. Je pense que il a été nourri de ça aussi. Et qui lui a donné l'envie de faire ce qu'il a fait. C'est une grande folie aussi d'avoir créé ce qu'il a fait pour des enfants handicapés. Malgré cette épreuve, Odette et Lino Ventura ne se sont jamais désunis. Écoutez, je crois que quelque part, là, c'est vrai, c'est une preuve qu'il y a eu beaucoup d'amour entre nous deux. Parce que c'est vrai, la défense automatique dirait que c'est la faute de l'autre. Et je crois qu'on ne doit pas dire ça quand on t'aime. On est deux, on porte le fardeau à deux. Il ne faut pas chercher le coupable, il ne faut pas chercher le responsable. Et on doit tirer à deux le problème, le porter à deux, c'est chou. Et mon mari était vraiment très près de moi. Lino Ventura continuera pendant toute sa vie à mener une carrière exemplaire, menée à sa façon, sans impresario. Avant l'écriture, quand on lui parlait de l'idée, ou cette idée lui plaisait ou ne plaisait pas. Claude Pinoteau. Vous savez, très souvent, quand on allait au parc de Montretout, dans son domicile, il nous recevait dans son bureau en sous-sol, mais un sous-sol qui avait l'avantage d'être quand même à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la scène. Et là, il s'asseyait sur son fauteuil directoire, face au canapé. Il était en contre-jour, ce qui n'était pas très agréable. Il bourrait sa pipe tranquillement, et puis il disait « Je vous écoute » avec une espèce de gourmandise, espérant de tout son cœur qu'on allait lui raconter une histoire qui allait l'enchanter. Et là, c'était un petit peu l'épreuve, l'oral, devant ce formidable professeur. Et il est arrivé que des collègues à moi, ils racontent l'histoire, et à la fin, très gentiment, ils disaient « Écoutez, mes enfants, c'est très bien, mais sans moi ». On ne peut pas faire tourner n'importe quel rôle de composition à Lino Ventura. Il doit sentir le personnage proche de lui-même, même si le trait en est forcé. C'est un trait de caractère de Lino. Claude Pinoteau. Quand il a lu le scénario de La Gifle, qu'il adorait, simplement il a fait remarquer à Jean-Loup Dabadi et à moi, il disait « Mais si ma fille me parlait comme ça, je la défigure ». Ce qu'il n'aurait jamais d'ailleurs fait, parce qu'il adorait trop ses enfants. L'acteur n'est pas un menteur, dit souvent Lino Ventura. Alors, pourquoi jouer des personnages ou des scènes qui ne correspondent pas à sa personnalité? Lino épluche les scénarios avec soin, à la chasse de la moindre invraisemblance. Il a besoin d'être convaincu de la vérité de ce qu'il interprète pour y apporter toute sa personnalité. Sa force. Vous savez, Lino rentrait dans une pièce vide, elle était meublée d'un seul coup. Claude Pinoteau. Alors qu'il avait une présence tout à fait exceptionnelle. Il avait aussi un jugement scénaristique qui était très intéressant. Il avait l'instinct de débusquer ce qui n'allait pas. Il avait aussi la rigueur de ses personnages. Il refusait des rôles qui ne soient pas en harmonie avec sa manière de concevoir la vie. Il ne voulait pas faire certaines scènes. Il pensait que tous les films qu'il faisait devaient pouvoir être vu par ses enfants. Jamais le spectateur ne voit Lino dans des situations érotiques au cinéma. Il refuse toute scène d'intimité. Sauf un jour quand Claude Lelouch
lui propose de tourner La Bonne Année. Ce personnage lui plaisait parce que sa démarche amoureuse, puisque c'est une histoire d'amour, correspondait tout à fait à la sienne. Claude Lelouch. Et par exemple, je crois que c'est la première fois qu'on a mis Lino Ventura dans un lit avec une femme, avec Françoise Fabian, et je me rappelle, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre dans ce lit, car Lino n'imaginait pas aller dans un lit avec une femme vis-à-vis de sa femme, de sa propre femme. Et alors il m'a dit cette chose très jolie, il m'a dit « Moi je veux bien aller dans le lit quand on aura tourné le film. Si c'est justifié, je veux pas aller dans un lit comme ça parce que tout le monde va dans n'importe quel lit au cinéma. » Enfin, alors je vais montrer le lit, et puis le film, oui, c'est un lapsus intéressant. Et je lui ai montré le film, et quand il a vu le film, il m'a dit « Tu as raison, il faut absolument cette scène de lit avec Françoise. » Il avait besoin d'être en accord avec lui-même. Il avait envie d'épater, en tous les cas, Lino Ventura. Vous voyez, il avait envie de s'épater lui-même, et donc il avait besoin de se regarder dans une glace et d'être fier du personnage qu'il était. Donc, ce que j'aimais chez cet homme, c'est qu'il était très très honnête. Il était très honnête, et l'honnêteté, c'est l'art de savoir dire non à plein de gens, quoi. Je crois que toute femme qui aime peut être que jalouse et dire, mon Dieu, est-ce que je vais supporter la comparaison? Odette Ventura. C'est normal. Dire que j'étais pas tellement contente. Mais c'est vrai qu'il n'a pas tellement embrassé des filles, hein, faut dire la vérité. Et je crois que je suis aussi le seul metteur en scène qui lui ait fait embrasser une femme sur la bouche, notamment J. Dickinson dans L'Homme en colère. Claude Pinoteau. Alors ça a été, je dirais, un souvenir tout à fait étonnant parce que l'équipe, en plus la première prise que nous avons faite, Jean-Claude Carrière et moi lui avions dit, je t'en prie Lino, montre que tu aimes cette femme, mais vraiment embrasse-la sensuellement. Et comme il s'est forcé, la première prise, il s'est jeté sur les lèvres de J. Dickinson avec une telle force que j'ai dû couper en disant, écoute, c'est bien, mais je pense qu'il faudrait la refaire. Il est devenu rouge comme une pivoine après l'avoir embrassé, tellement gêné, et Angie riait aux éclats en disant, il m'a embrassé, Lino Ventura m'a embrassé. Elle riait parce que elle savait que c'était le premier baiser de cinéma de Lino, et Lino était comme un adolescent rougissant et très gêné. Et quand je lui ai dit, il faut la refaire, bon, je ne dirais pas qu'il a pris ça très très mal, mais je dis qu'il faudrait tout de même que tu fasses un baiser, peut-être. Alors, on t'a tellement demandé de le faire sensuellement, avec force. Il lui avait pris la nuque, vous savez, il l'avait plaqué contre ses lèvres. Bon, il dit, essayons de faire un baiser plus tendre. Certains disaient qu'il était misogyne, mais je ne crois pas que ce soit tout à fait ça. Marlène Jobert. Il en avait peur un peu des femmes, il ne les comprenait pas bien. C'était une race qu'il ne saisissait pas, il fuyait un petit peu. Avec le personnage de Jean Valjean tiré du roman de Victor Hugo, Lino Ventura aborde un nouveau genre. Pour la première fois, il tourne un film d'époque. Pour la première fois, il doit se plier aux contraintes des costumes et des maquillages d'un autre âge. Il portait très bien le costume, tout à fait naturellement. Aussi bien le Valjean vagabond que le Valjean devenu Monsieur Madeleine. Robert Hossein. Et je me souviens que le problème n'était pas tellement le costume, c'était plutôt le maquillage et les coiffures. Il en a beaucoup changé tout le long du spectacle de cette saga. Il s'y est prêté avec bonne volonté, en me maugréant un peu, mais au fond, il était ravi. À partir du moment où il avait accepté d'assumer le rôle de Valjean, après de longues hésitations par rapport à l'admiration qu'il éprouvait pour Gabin et à sa modestie naturelle, j'ai toujours trouvé qu'il était... Ce n'est pas une question de talent, c'est qu'il était le personnage. En plus du talent avec lequel il l'interprétait, il ne le composait pas. Il l'était, il le vivait, car il ressemblait à cet homme dans la vie. Brevet, Cochepaille, Chenildieu, regardez-moi bien. Brevet, c'est à toi que je parle. À Toulon, t'avais un oiseau dans une cage. C'est pas vrai? C'est vrai. Et toi, Chenildieu, tu te surnommais toi-même Genidieu. Et un jour, tu t'es brûlé l'épaule droite sur un réchaud plein de braise pour effacer la marque des condamnés à perpétuité. C'est pas vrai? Vrai. Cochepaille, tu as près de la signée du bras gauche une date gravée avec de la poudre brûlée. Et cette date, c'est celle du débarquement de l'empereur à Cannes.
1er mars 1815. Valjean. Relève ta manche. Monsieur le Président, maintenant vous savez qui je suis. Vous pouvez me faire arrêter où vous voudrez et quand vous voudrez. Monsieur, vous êtes libre. Un peu comme Monsieur Madeleine dans Les Misérables, Lino Ventura devient une sorte de redresseur de tort sur le plateau. Il lutte pour la réussite du film. Et en plus, il m'a aidé. Ça, c'est capital. Vous savez, dans une aventure aussi longue, c'est ça qui est terrible, aussi longue, il m'a beaucoup aidé. Il m'a évité des tas d'obstacles et surtout, il l'a aidé par rapport au rapport que j'avais par rapport avec la production, qui n'était pas toujours facile, etc. Parce que moi, je cherchais un peu. Il m'a soutenu, facilité pas mal de choses dans les rapports. Il était très, très redouté et craint par les autres. Ça m'arrangeait bien. Et lorsque quelque chose n'allait pas, j'allais me plaindre. Lino Ventura, toute sa vie, va préserver ce qu'il considère comme des joies dans la vie, l'amitié et la bonne cuisine, comme Jacques Brel. C'était pendant le tournage de L'Aventure, c'est l'aventure, et là j'ai assisté à la rencontre de deux personnes qui n'étaient pas faites pour se rencontrer. Claude Lelouch. Qui ne se seraient jamais rencontrés naturellement s'il n'y avait pas eu la merveilleuse histoire d'un film pour les faire se rencontrer, car ils étaient opposés comme on ne peut pas imaginer. Je veux dire, d'un côté, il y avait un artiste délirant Brel, et de l'autre côté, un artiste qui avait besoin de croire à ce qu'il faisait. Donc c'est la rencontre de ces deux hommes, à la fois m'inquiétait beaucoup sur le plan du tournage. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont pouvoir... Et en même temps, ils étaient tellement opposés qu'ils se sont fascinés l'un l'autre. Brel était fasciné de voir qu'on pouvait vivre comme vivait Lino, et Lino était fasciné de voir qu'on pouvait vivre comme vivait Brel. Ce qui fait qu'ils ont été très vite le spectacle de l'autre. Ils étaient comme au spectacle quand ils étaient ensemble, et ils ont été véritablement fascinés. Et je crois que Brel a complètement modifié le caractère de Lino, l'a rendu plus tolérant, plus fou. Et je crois que Lino a rendu Brel quelque part un peu plus raisonnable. Il était redoutable à table. Claude Pinoteau. Quand nous venions dîner chez lui ou déjeuner avec des copains, un jour j'ai eu l'imprudence de lui dire Lino, je reprendrai bien un petit peu de tes petits croûtons. Il m'a regardé, il m'a fusillé du regard. Il m'a dit, ce ne sont pas des croûtons, ce sont des lardons, Claude. Et j'étais interdit de table pendant un mois. Pour Lino Ventura, un film, c'est d'abord une histoire. Une histoire de personnages qui suivent une route que peut comprendre n'importe quel spectateur. Il n'aurait pas tourné autrement. Il n'aurait pas fait non plus un certain cinéma qui existe et qu'il faut qu'il existe, hein, entendons-nous. Jean-Paul Belmondo. Mais il savait que, par exemple, il n'aurait pas été faire un film trop underground, comme on dit, parce que c'était pas son truc, c'est tout. Pas qu'il aurait dit il faut pas que ce cinéma-là existe, non, mais c'était pas sa voie. Il faut pas essayer de faire dérailler le train, comme on dit. Non, il n'a jamais déraillé. Imaginons que Jean-Luc Godard soit un jour venu frapper à la porte de Lino Ventura pour lui proposer un film. Il aurait peut-être pu tourner avec Godard à l'époque où j'ai tourné avec Godard, à l'époque d'À bout de souffle ou de Pierrot le Fou, où Godard aimait énormément les acteurs, et je suis sûr qu'un homme comme Lino aurait pu apporter dans un film de Godard. Le Godard d'aujourd'hui, je crois qu'il l'aurait accroché à un lampadaire. Donc il n'y aurait pas fallu pas y tourner avec. Jeudi 22 octobre 1987. Un jour d'automne comme les autres, avec des projets, un déjeuner détendu entre amis, un dîner qui commence sans histoire, et puis Lino qui s'en va prendre l'air et qui ne reviendra plus jamais à la vie. La vie s'est arrêtée, donc le souvenir est très frais, toujours vivant. Odette Ventura. On n'a pas vu la déchéance physique par la maladie.
J'essaie toujours de voir les solutions, les choses positives quelque part. Dans les pires des choses, il faut toujours voir la solution positive. Quelque part, il ne s'est pas vu avili, il s'est pas vu dépendant. Je crois qu'il aurait tellement souffert d'être diminué. Alors, comme je dis, c'est un peu la mort des justes, je crois, quelque part, la crise cardiaque de nos jours. Il n'aimait pas la mort, il en parlait quelquefois, mais il n'avait pas peur de la mort. C'était pas une peur, il avait envie de casser la gueule à la mort. Claude Pinoteau. Parce que la mort le coupait de ses amis, le coupait des bons gueuletons, de tout ce qu'il aimait de la vie, de ses amitiés, de ses amours, bien entendu. 19 ans de bagne? Pourquoi? 5 ans pour avoir volé un pain. 14 ans pour avoir essayé de m'évader. 14 ans. Oui, j'ai essayé 4 fois. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.